Bonjour, docteur Jérôme. J'ai fait ce que vous m'avez dit et j'ai commencé à travailler avec les outils que vous m'avez donnés la dernière fois. Chaque fois que je commence à respirer profondément, comme vous le décrivez dans votre livre, je me sens immédiatement mieux et plus détachée de mes angoisses. J'ai également commencé à limiter les distractions qui me tourmentent toute la journée et à dire non, comme vous le conseillez dans votre deuxième outil. Quant à la notion de temps, j'ai commencé à chronométrer le temps qu'il me faut pour accomplir différentes tâches et cela ne correspond pas toujours à l'idée que je m'en faisais. Il me faut généralement plus de temps que je ne le pensais, mais j'ai également commencé à m'attribuer des créneaux horaires pour certaines tâches, comme le fait ma nièce. Cela me permet de bénéficier de la loi de Parkinson, telle que ma nièce me l'a expliquée, et d'accomplir plus de choses en moins de temps. Ça marche déjà très bien. Bonjour Émilie, je suis heureux d'apprendre que vous avez déjà pu faire tous ces progrès. Oui, mais je dois y réfléchir. Quand il y a beaucoup à faire, j'oublie mes bonnes résolutions et je continue à stresser comme avant. C'est naturel. Ne vous inquiétez pas pour cela, vous êtes déjà en bonne voie pour utiliser les 3 outils que je vous ai donnés la dernière fois. Je vous ai dit que ce sont des outils qui vous aideront à avancer. Ce ne sont pas des solutions toutes faites, mais ce sont des moyens qui vous permettront de progresser si vous continuez à travailler avec ces outils. Il est normal que vous ne pensez pas toujours à les utiliser. C'est pourquoi qu'il y a 4 autres instruments dans la boîte à outils que je vous propose. Et à quoi servent-ils? Le 4e outil vous aidera à vous souvenir de laisser tomber votre anxiété et à retrouver le sourire. Il vous aidera à sortir de la mêlée et à retrouver une forme naturelle d'autodiscipline. C'est génial. Comment cela fonctionne-t-il? Ce 4e outil est la mise en place de rituels qui fixent un cadre rassurant. Il faut compter 3 à 4 semaines pour mettre en place un nouveau rituel. C'est comme commencer sa journée par un moment de respiration profonde ou mettre un sourire sur les lèvres quand on se voit face à une inquiétude. C'est un outil pour travailler sur nos habitudes et les changer. Oui, vous avez bien entendu. Ce 4e outil, au milieu de la boîte, est là pour changer nos habitudes. Si nous nous rappelons de l'utiliser régulièrement, et plus vous l'utilisez, plus cela deviendra facile. Les rituels, qui ne sont rien d'autre que de nouvelles habitudes, deviendront plus faciles et plus naturels. Il est donc normal que j'ai encore oublié parfois de faire des exercices de respiration et de dire non aux nombreuses distractions que je rencontrais. Oui, et j'aurais été surpris que ce ne soit pas le cas. Vous continuerez à oublier les bénéfices des 3 premiers outils jusqu'à ce que vous travailliez sur le 4e outil qui les ancrera définitivement dans votre vie en établissant des rituels et en créant ainsi de nouvelles habitudes. Ces rituels vous permettront de bénéficier des autres outils sans avoir à y penser. C'est génial et en même temps très simple. Pourquoi n'y ai-je pas pensé moi-même? Vous avez raison. Les outils de ma boîte n'ont rien de mystérieux. Je pense que tout le monde en a entendu parler, mais peu ont eu l'idée de les utiliser réellement pour améliorer leur vie. Oui, j'ai constaté que je lis souvent quelque chose de nouveau dans un livre et que je pense que c'est bien et que je devrais le faire aussi. Parfois, je l'écris même, pour moi-même, dans un bloc-notes ou sur un post-it que je colle sur mon réfrigérateur. Puis, je me dis
que je m'y mettrai demain. Mais ce n'est jamais le bon moment et je continue à le repousser jusqu'à ce que le bon moment pour le faire ne semble jamais venir. Cela nous amène à l'outil suivant, qui, à mon avis, est le plus important de toute la boîte. Il nous aide à surmonter les difficultés de départ et à contourner les obstacles. C'est la pièce d'or de la collection. Parlez-moi de cet outil. Comment puis-je commencer à faire des choses quand j'en ai envie, mais que je n'ai pas vraiment envie de les faire? Ce cinquième outil est le 5 minutes deal. Il est difficile de ne pas commencer pendant seulement 5 minutes et dans 80% des cas, vous aurez envie de continuer au-delà de ces 5 minutes. Mais pour que cet outil fonctionne, vous devez aussi respecter l'accord passé avec vous-même et vous devez vous arrêter si vous ne ressentez pas une réelle envie de continuer. Vous l'aurez compris, la décision de commencer 5 minutes est prise sans grande réflexion et sans tenir compte des circonstances qui d'ailleurs ne sont jamais idéales ou parfaites. On repart pour 5 minutes sur un autre chemin, tout comme la prochaine respiration une fois que nous avons vidé nos poumons et qu'il n'y avait plus l'air dedans. C'est donc une autre forme d'approche ascendante, comme le bottom-up, du premier principe où l'on part d'un pôle pratique, en dehors de notre raisonnement rationnel. Vous avez tout compris. Notre cognition nous dira que ce n'est pas encore le moment et elle nous présentera 1000 raisons d'attendre un autre moment. Mais nous allons de l'avant. Et nous faisons juste pour 5 minutes sans y penser particulièrement. Cela me rappelle le slogan marketing de mes chaussures de sport qui dit « Just do it ». Il s'agit en effet d'une marque de l'entreprise d'équipement sportif Nike, avec laquelle elle a plus que doublé son chiffre d'affaires en 10 ans. L'expression « just do it » signifie « fais-le ». Et le mot « just » ajoute le sens de « cesse d'en parler », cesse d'essayer ou d'en rêver. Cela correspond bien au message de mon cinquième outil, cette fameuse pièce maître dans ma boîte. Je constate que sans cet outil qui nous pousse à l'action, toutes les autres pièces seraient condamnées à rester inefficaces et futiles si nous voulons procrastiner. Si vous regardez de plus près ma cinquième pièce, vous verrez qu'elle ne nous pousse pas seulement à l'action, comme le fait le slogan « fais-le »,« do it », mais elle y met aussi une limite de temps courte et précise de 5 minutes. Et c'est important? Oui, parce que cela permet de travailler encore mieux. La durée de seulement 5 minutes abaisse le seuil d'hésitation que nous devons franchir à chaque fois que nous entamons une nouvelle action. Et la volatilité de la durée de seulement 5 minutes, dont nous avons d'ailleurs pris conscience lorsque nous avons étudié la notion de temps réel avec le troisième outil de ma boîte, elle nous incite à ne pas gaspiller la première partie de ce délai avec des cogitations. Ainsi, non seulement on bénéficie d'un gain d'efficacité pendant ce court laps de temps, qui est dû à la loi de Parkinson que vous avez évoquée précédemment, mais on contourne également ce fameux délai des 3 premières secondes. Les 3 premières secondes pendant lesquelles notre cerveau décide de nos actions. J'ai vu que vous avez expliqué dans votre livre À l'ombre du raisonnement que notre cerveau prend la décision de faire ou de ne pas faire un certain mouvement musculaire longtemps avant que notre esprit ne trouve le temps de justifier et de prendre
une décision consciente dans ce sens. Et cela a été prouvé par des enregistrements. Ainsi, tout le temps que nous passons à nous demander si nous devons faire quelque chose ou non est en réalité une perte de temps, puisque cette décision est déjà prise dans notre cerveau, sans que nous le sachions encore. Je vois que vous avez trouvé le temps de regarder mon livre de bien plus près. Vous comprenez donc que chaque fois que nous utilisons ce cinquième outil, pour passer immédiatement à l'action, pendant justement seulement 5 minutes, vous coupez court à ces processus de pensée consciente et de cogitation qui sont par ailleurs totalement inutiles puisque la décision finale est déjà établie dans notre cerveau dès le départ. J'admets que de ce point de vue neuroscientifique, votre cinquième outil consistant à commencer un test d'entraînement de 5 minutes sitôt avant de prendre le temps d'y réfléchir consciemment est plutôt astucieux. Et vous verrez bientôt les résultats miraculeux qu'il vous apportera. J'ai hâte de l'essayer. Mais vous m'avez parlé de 4 outils qui restaient. Nous n'en avons vu que 2 pour l'instant. Les 2 derniers outils complètent ce que vous avez déjà appris à faire. Ils sont donc moins importants? Non, je ne dirais pas cela. Il y a un 6e outil qui se situe à un tout autre niveau et qui consiste à surmonter les difficultés pour atteindre vos objectifs et poursuivre votre plan. C'est intéressant pour moi, car souvent je sais que je veux le faire, comme perdre du poids ou arrêter de fumer, mais je n'arrive pas à le faire, à faire ce que je dois faire pour y arriver. Le 6e outil est différent des autres, car il fonctionne dans une direction descendante, ou top-down. Ici, nous utilisons notre cerveau pour le préparer au succès, où vous visualisez en train de réussir, et en même temps, vous essayez de ressentir de la manière la plus détaillée possible les émotions et les sensations qui y sont attachées et qui en font partie. Ah, je vois. Cela nous ramène à un autre chapitre de votre livre, où vous parlez des neurones miroirs et expliquez que notre cerveau ne fait pas vraiment la distinction entre les choses qui nous arrivent réellement et les choses que le cerveau imagine nous arriver sans qu'elles se produisent réellement. Félicitations, je vois que vous avez vraiment regardé mon livre. J'ai pas grand-chose de plus à vous dire à ce sujet. Voici comment fonctionne ce 6e outil. Il tire donc parti de la visualisation, qui n'est pas seulement une représentation abstraite dans le cerveau, mais qui construit les voies qui nous permettent d'atteindre nos objectifs et tout ce que nous voulons vraiment réaliser. C'est merveilleux. Si je me visualise mince et belle, bronzant en bikini sur la plage, toutes les étapes intermédiaires que je dois franchir pour y arriver et perdre du poids ne sont que des détails en cours de route et ne sont pas aussi difficiles qu'avant, lorsque je ne voyais pas beaucoup plus loin que le bout de mon nez. Je vois que vous avez compris le principe et le mécanisme d'action. C'est maintenant à vous de l'utiliser et plus vous travaillerez avec cet outil, plus vous vous familiariserez avec lui. Et meilleurs seront les résultats que vous pourrez obtenir. Je vous remercie, Dr Jérôme. Vous m'avez vraiment donné de merveilleux outils avec lesquels je peux travailler pour rendre ma vie plus facile et plus réussie. Mais n'y avait-il pas un 7e outil dans la boîte comme vous alliez me donner? Oui, Émilie, vous avez raison. Il y a encore un outil pratique qui nous aide à nous soulager. Il s'agit de l'espace de travail global dans notre mémoire de travail dont vous parlez au chapitre 16 de votre livre.
Très bien, Émilie. Je vois que vous commencez à bien connaître mes idées. Vous vous souvenez que j'ai expliqué que la capacité de stockage et de traitement d'informations à ce niveau de notre conscience est très, très limitée et qu'elle est rapidement saturée. Et voici le 7e outil qui nous permet d'y remédier en transférant des contenus qui risquent de surcharger ce noyau de notre pensée consciente vers des unités de stockage externes. C'est donc comme si je branchais un disque dur externe sur mon ordinateur. Mais je ne vois pas comment je pourrais faire ça avec mon cerveau. N'ayez pas peur, il ne s'agit pas d'ajouter un câblage dans votre tête. Il s'agit simplement de remédier au risque de notre cerveau oublie certaines tâches et des problèmes d'organisation en créant une to-do list écrite avec les tâches à accomplir. Cela donnera une idée globale à tout ce qui doit être fait et en même temps, cela fera de la place dans votre tête et sans rien oublier. Mais je faisais cela avant et parfois je retrouvais une vieille liste et je me rendais compte que certaines choses avaient été faites depuis, d'autres pas. Encore une fois, vous devez faire attention à ce que la liste reste une forme de mémoire externe active, que vous révisez et réajustez chaque jour, et qu'elle ne prenne pas la forme de quelque chose de perfectionniste, auquel vous ne touchez pas une fois que vous lui avez donné une forme définitive. Comme aussi pour les autres domaines sur lesquels vous allez travailler avec ces outils, vous devez éviter tout perfectionnisme que notre conscience voudrait lui imposer pour rester dans un processus dynamique qui continue à progresser sans se figer dans une forme statique et aboutie. Cela s'applique aussi bien aux exercices de respiration, aux efforts pour dire non, à l'évaluation de la notion de temps, jusqu'à la formation de nouvelles habitudes, les rituels, ou au créneau spontané de 5 minutes d'action concentrée pour commencer quelque chose. Pour réussir, tout cela doit toujours rester à une sorte de stade d'essai impromptu, avec la possibilité de faire mieux plus tard. C'est ainsi que vous en tirez le meilleur parti et que vous continuez à progresser. Me voici donc équipé de tous vos merveilleux petits outils pour une vie réussie. Maintenant, si cela avait été une leçon d'école, vous pourriez maintenant fermer votre cahier et rentrer chez vous. Mais ce n'est pas le cas, comme ça marche avec mes outils. Comme je vous l'ai dit la première fois, si vous les gardez dans un pigeonnier de votre mémoire, ils ne feront que vous encombrer encore plus. Au lieu d'avoir terminé l'enseignement et de comprendre de quoi il s'agit, c'est seulement maintenant que le véritable apprentissage commence pour vous. Lorsque vous allez appliquer ces 7 principes au travail que vous allez faire avec les tâches et les soucis que vous allez rencontrer. Je vous propose donc de revenir vers moi et de m'expliquer c'est ce que vous avez appris à faire avec ces outils et dans quelle mesure vous avez réellement appris à les utiliser. Car c'est tout ce qui compte, alors que les mémoriser simplement vous apporte moins que rien. Cela ne pourrait que vous encombrer davantage. En attendant, je vous laisse au bon apprentissage et à l'application de ces précieuses techniques. Au revoir, Émilie.